Bonjour à tous, je suis médecin de famille au Québec et je me suis donnée pour mission de vous informer sur la médecine au Québec, de la formation jusqu'à la pratique. J'ai décidé de débuter ces capsules-là dans le but en fait de transmettre des informations complètes à la population. Parce que comme on dit souvent en médecine, c'est le patient qui prend ses décisions, la population a tout à fait le droit d'avoir son opinion, mais c'est toujours important de pouvoir baser cette opinion-là sur des informations complètes. Donc, je vous les transmets parce que moi-même, en fait, si j'étais pas passée par tous les processus dont je vais vous parler, j'aurais eu aucune idée de comment ça se passe. Au fil des capsules, on va parler du programme de médecine, la résidence, le début de la pratique et même la fameuse facturation là, qui fait jaser énormément de ce temps-ci. Fait que si on commence avec la formation, bon, vous le savez probablement déjà, le programme de médecine, c'est un doctorat de premier cycle. La première partie, ça se passe sur les bancs d'école, des apprentissages parcours magistraux, d'autres par petits groupes de discussion. Ça dure entre 2 et 3 ans selon le cheminement là, choisi, avec des sessions automne, hiver, été. Ensuite, la deuxième partie du doctorat, c'est l'externat. Pendant environ 2 ans, l'externe fait des stages dans des milieux et des spécialités qui sont variés. Ces stages-là durent entre 3 et 6 semaines. Ça comprend entre autres des rotations en chirurgie, pédiatrie, psychiatrie, médecine de famille et bien d'autres pour meubler ces 2 années-là. Il est important de bien performer dans ces stages-là pour avoir un dossier le meilleur possible en fait quand ça va être le temps d'appliquer à la résidence. Fait que c'est un moment qui est quand même assez stressant là, parce qu'on se dit qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur si on convoite là, des spécialités particulières. Pendant la deuxième année d'externat, l'externe doit finalement choisir ce qu'il veut faire quand il va être grand, choisir sa spécialité. Tous les externes doivent appliquer à ce qu'on appelle le CARMS, qui est le Service canadien de jumelage des résidents. Fait que comme ça le dit un peu, vous l'aurez compris, c'est un processus qui est pan-canadien. Au Québec, la plupart des étudiants appliquent vraiment là, chez nous au Québec seulement, mais ailleurs au Canada, on voit beaucoup plus de mobilité là, interprovinciale. Mais toujours est-il là, que l'externe a le droit d'appliquer partout au Canada. C'est un processus qui est assez simple en soi. Le candidat, il choisit les programmes dans lesquels il veut appliquer. Donc, par exemple, s'il veut devenir chirurgien général, il dit, moi, mon premier choix, ça va être le programme de chirurgie générale pour dire à Québec. Ensuite de ça, si Québec me veut pas, ça va être le chirurgie générale de Montréal, de Sherbrooke, ainsi de suite. Là, il peut faire sa liste de préférences. Et puis, il a le droit de lister plusieurs spécialités différentes aussi. Donc, s'il dit, mon premier choix, c'est la chirurgie générale, donc à tel endroit, mais si ça fonctionne pas, j'aimerais ça appliquer en urologie. Donc là, il peut mettre urologie, telle université d'attache, ainsi de suite. Faut comprendre que quand un candidat applique à un programme, si celui-ci le choisit, s'il s'agit d'un engagement. Donc, le candidat va devoir se former dans cette spécialité-là. Il y a quelques possibilités de changer par la suite, là, mais c'est vraiment des exceptions, puis ça dépasse là, complètement le cadre de la capsule aujourd'hui. Un coup que le candidat a fait sa sélection de programme, mais ensuite de ça, c'est un processus là, de sélection. Donc, il y a une lettre de motivation, un CV envoyé, il va passer des entrevues, et puis les programmes, eux aussi, vont faire leur liste de préférences de candidats, comme pour n'importe quel travail, on verra. Puis, le service de jumelage qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va venir justement essayer de faire les meilleurs matchs possibles. Donc, de dire, on va aller avec les milieux. Eux, ils ont préféré tel candidat, mais ce candidat-là, lui, est-ce qu'on est capable de lui donner sa préférence et tout ça? Donc, ça va faire, là, avec un algorithme, là, faire les meilleurs matchs possibles. Quand on dit que la résidence en Med-Femme, les postes sont pas comblés, c'est justement à ce moment-là là, du CARMS. Les externes préfèrent appliquer en spécialité et la médecine familiale, c'est un plan souvent C, D, E, F, plutôt qu'un premier choix là, pour plusieurs. Il y en a comme moi qui choisissent la médecine familiale là, comme étant la seule avenir possible, mais il y en a pour beaucoup, c'est vraiment pas un plan, même pas B, c'est des C, des E, F, comme je disais. Et puis, il y en a pour qui, en fait, la possibilité d'appliquer en Med-Femme, c'est même pas quelque chose qu'ils envisagent, c'est vraiment pas dans leurs options. Ils risquent alors de faire ce qu'on appelle un no-match, c'est-à-dire qu'ils préfèrent n'être pris dans aucune spécialité plutôt que d'aller en médecine familiale. Donc, s'ils ne sont pas pris nulle part, qui n'ont pas pris non plus la médecine familiale, ils n'ont juste vraiment aucun milieu qui les ont sélectionnés, ils se ramassent avec aucun programme de résidence pour l'année suivante, à moins de peut-être changer d'idée au deuxième tour.
Mais d'emblée, c'est ça qui se passe. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont volontairement retarder leur entrée à la résidence d'1 an plutôt que de risquer d'aller en médecine familiale. C'est dire à quel point c'est vraiment boudé, là, la médecine familiale maintenant. Pendant cette année-là, ce qu'ils vont faire, c'est participer à des projets de recherche ou faire une maîtrise dans un domaine qui est connexe afin de bonifier leur candidature là, pour l'année suivante. Le nombre de no-match, comme je vous ai parlé, là, a fortement augmenté dans la dernière dizaine d'années. Là. Pour nous, c'est un signe clair, en fait, que la médecine familiale, c'est pas bien vu chez les étudiants, puis qu'il faut trouver des moyens de la revaloriser, parce qu'année après année, on se retrouve avec un déficit de finissants en médecine de famille. Ça explique une partie des effectifs manquants sur le terrain, puis ça affecte directement les soins à la population. Bon, une fois là, ce jumelage-là fait, les examens du doctorat sont réussis, on est finalement résident. La durée de la résidence est variable selon la spécialité. C'est généralement 2 pour la médecine familiale. Juste 2 parce qu'il y a possibilité de prolonger d'1 an là, pour aller chercher des compétences plus avancées en soins d'urgence, à la personne âgée, médecine sportive, etc. Puis pour les autres spécialités, on parle d'une moyenne de 5 ans. Donc, si vous avez bien suivi jusque-là, on est loin des années où est-ce que en finissant le doctorat, on était médecin généraliste puis qu'on se spécialisait par la suite si on le souhaitait. C'est vraiment une résidence à part entière à la médecine de famille. C'est considéré comme une spécialité à part entière à la médecine de famille. Parce que autant qu'un médecin de famille ne pourrait pas s'improviser cardiologue pour dire quelque chose, ben, le cardiologue ne peut pas non plus s'improviser médecin de famille. C'est 2 expertises qui sont complètement là, différentes quand même. Je ne peux pas commenter en détail comment ça se passe pour toutes les spécialités une fois à la résidence. Ce qu'on sait tous, par contre, c'est que c'est très exigeant. On a un double statut de travailleur, de travailleur et d'étudiant, tous les 2 à temps plein. On travaille énormément d'heures, puis les attentes envers nous sont très élevées. On a beaucoup de pression. Je vais encore parler de la médecine familiale parce que c'est ce que je connais le mieux. De devenir des bons médecins compétents, en seulement 2 ans, ça va vite. Parce que les connaissances en médecine familiale ont explosé dans les dernières années. Il faut toujours en ajouter sur les apprentissages qui étaient déjà là, si bien que ça fait plusieurs fois que ça revient dans la discussion, en fait, de dire est-ce qu'on devrait ajouter une 3e année de résidence en médecine familiale pour tous. Fait que c'est très, très, très chargé là, comme année. Puis comme pendant l'externat, il y a des évaluations périodiques, des examens passés en fait de résidence pour obtenir son permis. Pour les spécialistes qui veulent travailler en centre universitaire, il y a aussi une autre exigence qui s'ajoute, celle de faire un fellowship. Le fellow, c'est un stage qui est à l'extérieur. Parfois au Québec dans un autre centre que celui qui était d'attache pour sa résidence, mais souvent là on voit des gens aller dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Europe, puis la durée de ce fellow-là est d'entre 1 et 3 ans en général. Il faut savoir qu'il y a plusieurs résidents qui à ce stade ont des enfants parce que la trentaine est bien proche. Il y en a qui en avaient comme déjà sur les bancs de médecine, il y en a qui en ont eu pendant la résidence. C'est un casse-tête quand même pour plusieurs de devoir se déraciner avec son conjoint ou sa conjointe et les enfants pour aller faire cette formation-là. Le but de tout ça, c'est de rapporter des connaissances, une expertise particulière au Québec afin de conserver un haut standard de soins puis d'être bien à jour dans ce qui se fait ailleurs. Une fois que tout ça passé, on devient finalement patron ou attending pour ceux qui écoutent des séries médicales anglophones. Bon, fait que c'était mon gros résumé du processus du programme de médecine et de comment on finit par devenir patron. La prochaine capsule, on parlera de comment on fait pour avoir un poste de médecin au Québec parce que c'est pas si simple toujours, aussi simple que ça en a l'air, je vous le garantis. Fait que sur ce, bonne journée, on se retrouve pour une autre capsule dans quelques temps.